Donc tout ça vous a dû vous inspirer des tas de questions pertinentes. Réconciliation nationale, c'était une belle idée. On devait faire ça avec Dieudonné, on a déposé les statuts, etc. Mais malheureusement, Dieudonné aujourd'hui, je ne veux pas lui reprocher, mais plus dans l'idée de partir au Cameroun. Il a plus envie de retourner en Afrique que de se battre. Je pense qu'il est fatigué et un peu dégoûté. Et c'est compliqué aujourd'hui de créer, d'animer un parti politique et d'exister sur le terrain politique on n'a pas vraiment les forces, quoi. On a la trahison du Front National, on a le fait que Jean-Marie Le Pen, vient d'écrire ses mémoires, c'est sympa, mais il a presque 90 ans. On a Mélenchon qui occupe le terrain et qui va être aidé. C'est-à-dire que il y a un problème d'espace politique et puis il y a un problème d'énergie qu'on n'a pas vraiment. Là, on peut faire une conférence comme ça, c'est sympa. Moi, en fait, pour l'instant, mon problème, c'est même pas d'échapper à la prison, c'est de savoir comment je vais gérer la prison dans mon cursus. Et je vous dis, réconciliation nationale, c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, pour convertir ça en parti qui peut trouver sa place compte tenu de la violence du système et notamment des manipulations, parce que normalement, par exemple, les jeunes là qui arrivent, la Papacito pour Raptor Dissident, qui ont été formés par moi, en réalité, quand vous regardez, on pourrait dire ils vont nous rejoindre, ça va faire des jeunes, etc. Or, ils passent tous à l'ennemi pour des raisons de business à court terme. On a très très peu de types qui ont le courage d'aller au combat, parce que c'est un combat où il y a que des coups à prendre, faut pas oublier, comprenez ça. Et malheureusement, on n'a pas la masse critique pour le faire. Donc, je vous dis, c'est pour ça qu'en ce moment, je réfléchis, je me dis, on ne s'en sortira que par une intervention extérieure. Pour moi, quand je vois ce que ça symbolise, effectivement, ces jeunes qui prétendent incarner la virilité française et qui finalement m'attaquent, on va prendre l'exemple parfait de Conversano, ça prouve bien qu'en fait, la France est quand même au niveau de ce que c'est qu'un Français. Moi, j'ai du mal à être fier d'être français. Je veux dire, c'est quand même, on est descendu très très bas dans la, je sais pas comment employer le mot, dans la dévirilisation. Et tous les jours, je vois des gens qui trahissent, des gens qui passent à l'ennemi, des gens qui n'osent pas dire les vrais problèmes. C'est pareil, les gens qui me disent oui, t'exagères peut-être un peu sur le sionisme. Non, j'exagère pas, je dis pas le tiers de ce que je pourrais dire et de ce que je sais de cette incroyable domination sur la France qui est encore bien pure, bien pire et bien plus lourde et étendue que ça. Et il y a une énorme lâcheté, une énorme domination, je peux pas dire plus que ça, un point qui fait que c'est une belle idée, c'est la bonne idée. Même quand Marine Le Pen dit qu'elle va faire Rassemblement National, en fait, on se dit elle va rassembler les Français de bonne volonté. En fait, c'est Rassemblement National du CRIF, de la LDJ et du comment dirais-je, des racialistes du front, c'est-à-dire des mecs de droite, dans le but d'appeler à la ratonnade parce qu'il faut un bouc émissaire, pour après finir au tribunal pénal de La Haye. C'est ça que je vous rappelle, c'est que n'oubliez pas que nos amis de la communauté font faire toujours le sale boulot par d'autres, et après, en plus, ils les envoient au tribunal de Nuremberg. C'est-à-dire que, je rappelle d'ailleurs que la ligne que prend Marine aujourd'hui dans le Front National, c'est une ligne d'extrême droite, c'est-à-dire ratonnée. En ce moment, on lui propose de survivre à son échec et à son peu d'avenir, parce qu'en plus, parallèlement, ils lui font des redressements fiscaux, des contrôles fiscaux, ils la persécutent économiquement, donc il y a toujours le bon flic et le mauvais flic, et ils lui disent ton destin politique avec Alliot, qui est quand même de la pire espèce, leur truc aujourd'hui, c'est on vous laissera un petit espace politique à condition que vous assumiez la ratonnade, c'est nous qui la voulons, c'est-à-dire les sionistes et les francs-macs, puisqu'effectivement l'islam a deux ennemis à travers la cause palestinienne, c'est Israël, et à travers la laïcité, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, les réseaux maçonniques, c'est ce qu'on appelait dans les années 30 la plutocratie judéo-maçonnique, excusez-moi du terme, mais ça existe, et c'est même le problème. Aujourd'hui, Marine Le Pen a compris, avec sa politique de bonne femme, parce que finalement, quelque part, la politique, c'est lié quand même à une certaine virilité, qu'elle pourra survivre politiquement si elle ratonne pour ceux qui ne veulent pas ratonner directement. C'est-à-dire que ça voudra dire que comme ça, on assimilera systématiquement le nationalisme français à ce qu'il a de plus abject, c'est-à-dire frapper les plus faibles, parce que je rappelle quand même qu'à part les délinquants de banlieue dont il faudrait s'occuper, et puis la Daesh, etc., la réalité quand même de l'immigré français d'origine maghrébine et de confession musulmane, c'est les OS1, les OS2, les femmes de ménage, etc., que cette bourgeoisie d'extrême droite ne veut pas voir, parce qu'en fait, c'est aussi le problème, c'est que les gens qui tiennent ce qu'on appelle l'extrême droite en France ne sont pas du camp social, c'est pas comme le fascisme italien, ce sont des bourgeois,
Ils en ont rien à foutre de la question sociale et ils ne voient jamais le travailleur. Hein. Ils voient toujours le délinquant et l'islamiste. Hein, voilà. Donc j'ai répondu un peu longuement, mais malheureusement, Réconciliation nationale, j'ai pas les moyens. On n'a pas les moyens de le faire. Quoi. Voilà. Alors c'est une belle idée, il faut qu'elle reste là. C'est une proposition. Peut-être justement que si Poutine nous donne un peu la main, on fera Réconciliation nationale. Ça s'est appelé à une autre époque Révolution nationale. Hein, c'était un autre contexte, mais on le fera à ce moment-là. Mais tant que Poutine n'est pas là, je pense que ça va être très difficile. Voilà. Je suis pour dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que je pense que l'afflux de travailleurs immigrés qui avait dans les années 60-70 correspondait à une France qui se redéployait, les 30 glorieuses, et un besoin de travailleurs, etc. Après, il y a eu cette chose étrange qui s'est appelée le regroupement familial, alors qu'on était déjà dans le premier choc pétrolier, c'est-à-dire qu'on était déjà en régression, en récession. Donc là, à mon avis, c'est pas un projet patronal, le regroupement familial. Il y a des gens qui veulent, comme les Zemmouriens, qui disent toujours oui, c'est le patronat qui a voulu l'immigration. Non, le patronat a voulu l'immigration sonacotra, c'est-à-dire des travailleurs seuls qui venaient travailler en France, qu'envoyaient leur pécule dans les pays d'origine. C'est pour ça que les pays d'origine acceptaient ça, parce que ça faisait des transferts de capitaux. Et comme l'Algérie, les généraux avaient renoncé au développement économique, sinon il fallait qu'elle renonce au pouvoir politique et que le confie à des ingénieurs et à des technogestionnaires, eh ben, en ne développant pas l'Algérie, on laissait l'Algérie être gérée par les Français, hein, ça s'appelle le pétrole, ça s'appelle Total et tout ça. Et en même temps, on faisait venir des tas de travailleurs en France parce qu'ils renvoyaient leur argent au pays d'origine. C'est une stratégie qui a été catastrophique de la part des pays d'origine. Vous pensez qu'elle est nécessaire? Bien sûr, il y a évidemment en France trop de Français d'origine étrangère qui ne se sentent pas français, que les Français ne se sentent pas comme Français, ça crée des conflits, et je pense qu'il faudra à un moment donné mettre une politique de remigration, mais ce que j'appellerais un co-développement positif, c'est-à-dire qu'il y a des tas de Français qui sont Français d'origine algérienne, marocain, tunisien, enfin de ce qu'on appelle la francophonie, en fait, c'est-à-dire l'axe sud, et qui auraient intérêt à retourner dans leur pays d'origine, et même à ce qu'on les aide pour, à la limite, redéployer des relations même économiques. Il y aurait quelque chose de gagnant-gagnant dans une remigration positive. Moi, ce que je refuse absolument, parce que ça n'a aucun sens, c'est la remigration déclarative par la menace. Vous voyez, ça ne peut donner que le refus. Et en plus, on n'a pas les moyens d'imposer la remigration. La France judéo-maçonnique ne laissera jamais le peuple de souche faire la remigration. Il leur demandera juste de faire la ratonnade. C'est ça. C'est les gens qui disent oui, peut-être que Marine Le Pen, la LDJ l'a laissé défiler à cette récupération du CRIF. Ils lui donneront peut-être la présidence de la République. Ils ont absolument. Est-ce qu'ils ont donné le pouvoir à Milosevic en Yougoslavie? Non, ils l'ont laissé faire le méchant avec la Grande Serbie, et puis après ils l'ont envoyé au TPI, au tribunal pénal de La Haye, comme l'avait bien annoncé Bernard-Henri Lévy, et là ils l'ont fait crever sans lui donner ses médicaments parce qu'il allait parler, vous voyez. Donc moi je suis pour la remigration, mais une remigration concertée, voulue et dans l'intérêt de tous. Il y a des tas de Français d'origine immigrée qui seraient bien plus heureux de devenir la nouvelle bourgeoisie marocaine, algérienne, etc. On aurait intérêt même à faire des écoles, à envoyer des professeurs français, des ingénieurs, pour aider à la limite l'Algérie à se développer, car l'Algérie est un pays qui ne produit rien, il ne faut pas oublier, hein, rien. Et quand il n'y aura plus la manne pétrolière et gazière, ils vont retomber dans la guerre civile et au Moyen-Âge. Hein. Je suis pour la remigration, bien sûr, mais une remigration intelligente, consentie, volontaire. Or, la remigration dont parlent les identitaires, ou même Renaud Camus, qui est quand même un homosexuel trouillard, antisémite, soumis à Finkielkraut. Et ça, j'ai horreur des gens qui se payent l'arabe parce qu'ils n'ont pas les couilles de se payer le juif, parce que c'est quand même ça, la dégueulasserie de toute cette extrême droite identitaire française, c'est qu'en fait, ils savent très bien ce qui coûte trop cher et ce qui coûte pas cher, hein, l'air de rien. Hein, et eux, ils vous parlent de grand remplacement. Alors déjà, je dirais grand remplacement, Renaud Camus, si tu veux pas qu'il y ait un grand remplacement en France, t'arrêtes de te faire enculer, tu fais des gosses. Hein, je veux dire, ah oui. Si tu veux pas que si tu te plains que les mosquées soient pleines, tu pourrais aussi remarquer que les églises sont vides. Et les musulmans ne nous empêchent pas d'aller à l'église, que je sache. Hein, voilà. Il y a tout le problème de la remigration, c'est que ça a été pris en main par des manipulateurs. C'est comme toujours, c'est par des salopards qui en font quelque chose qui amène à la guerre civile et à la violence interethnique. Voilà, c'est ça. Donc tous ces concepts sont souillés par nos dominants. Hein,
pour que ce soit des concepts donc pas opératoires, et du coup il nous reste que quoi? Eh ben que l'impuissance, la dépression, la nostalgie même peut-être. Moi aussi, je suis nostalgique de la France des années 60, mais je veux dire, la nostalgie n'est pas une politique. Hein, comme dit Marx, l'histoire ne repasse jamais les plats. Hein, voilà. Donc, je suis pour la remigration. Je l'ai souvent dit d'ailleurs, et pour moi, elle doit se théoriser, se penser de manière sérieuse. Mais on empêche, une fois de plus, que ce soit fait de manière sérieuse. C'est toujours fait de manière violente, provocatrice et haineuse pour produire chez celui à qui elle s'adresse, ou à qui elle pourrait s'adresser, une réaction de refus. Parce que quand vous dites à quelqu'un « je vais te virer à coup de pompe dans le cul », il dit pas « bien, je suis pressé de partir ». Il dit « non, je reste ». Alors que peut-être que son intérêt, c'était peut-être de rentrer dans le pays d'origine, voilà. Et ça, effectivement, c'est un chantier qu'il faudrait construire vers une remigration nécessaire et intelligente et dans l'intérêt de tous. Et ça pourrait être fait par un Français d'origine maghrébine, un mec qui a bac plus 5 et qui est pas forcément un Suisse qui travaille pour les Anglais, qui venait d'Égypte et qui aujourd'hui est en Florimérogis comme pointeur. Là aussi, faut réfléchir pourquoi le système choisit toujours des représentants qu'il tient et qu'il peut faire tomber dès qu'il ne lui sert plus à rien. Hein, ça, c'est un autre sujet. Pour conclure positivement, il faudrait qu'un Français d'origine maghrébine écrive un bouquin sur la remigration, voilà, qui serait le bouquin intelligent. Et pour l'instant, c'est une proposition violente, faite par des gens qui, à mon avis, sont tous dans la main des sionistes quand on regarde. Parce que je rappelle que les identitaires niçois, que je connais bien, les vrais identitaires niçois sont sur une ligne assez proche de la mienne. Et Vardon, lui, qui est passé au Front National, aujourd'hui, quand il sourit, il a les poils de cul d'Estrosi dans les gencives. Hein. Voilà. Ouais. C'est à la fois encourageant parce qu'il y a une réaction de bon sens du peuple qui voit parce que le premier pays submergé par les migrants, dont je rappelle que c'est lié à la destruction de la Libye et de la Libye de Kadhafi par Bernard-Henri Lévy et comment il s'appelle, Sarkozy. Donc on voit bien, hein, c'est des gens qui ont du sang sur les mains à tous les niveaux. Hein. Les Italiens, à force d'être submergés de migrants et qu'on leur explique que c'est bien, que c'est l'avenir et qu'il ne faut pas qu'ils se plaignent, ils finissent par voter populiste. Le problème, c'est que comme l'ingénierie sociale de domination, justement démocratique, électoraliste est très bien faite, on va dire, des néo-populistes de gauche, avec le mouvement 5 étoiles, où Pépé Grillo d'ailleurs est parti, des néo-populistes de droite qu'on peut appeler sans aucun complexe des néo-fascistes. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais malheureusement, ils ne travailleront jamais ensemble, hein, puisqu'il n'est pas question que on va dire les néo-libertaires travaillent avec les néo-fascistes. Donc, ils sont majoritaires en voix, mais ils n'exercent pas le pouvoir. C'est comme en France, si on additionne les Mélenchoniens et on va dire les fronts nationaux, qui sont que des populistes, des Français qui comprennent que on va droit vers le mur, ils ne sont jamais majoritaires et évidemment, ils refusent systématiquement de travailler ensemble. Donc c'est à la fois un bon signe que le peuple italien se réveille, mais ça ne donne sur le plan du pouvoir politique et de l'exécutif, ça ne donne rien. Et c'est là où se pose le problème de la démocratie. La démocratie, c'est un truc qui a été mis en place par les banquiers et les riches pour empêcher que rien ne se fasse pour le peuple. C'est clairement la définition contemporaine de la démocratie. Et moi, je suis un antidémocrate total aujourd'hui pour des raisons dialectiques. Hein, c'est une évidence, quoi. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. C'est par on va dire nos dom-toms qu'on voit bien tout le mensonge de l'antiracisme. Car en réalité, les gens des dom-toms qui sont donc français voient bien, je parle par exemple de la Guyane, que c'est un énorme avantage de faire partie d'un tout cohérent qui s'appelle la République française et qui a un certain niveau de standard au niveau administratif, etc., etc. Et eux, la solidarité raciale, pour eux, c'est une absurdité, bien évidemment. Ça a toujours été une absurdité. C'est la solidarité nationale. Barrage routier, manifestations et grève générale. 3 semaines que l'île de Mayotte crie sa colère. Pourquoi la France nous a abandonnés, nous les Mahorais? On a besoin de la France. Les Mahorais se disent oubliés de la République. Écoles et services publics saturés, délinquance, immigration clandestine. Le 101e département français étouffe sous la pression migratoire. À l'image de l'île, l'hôpital est submergé par l'afflux de la population clandestine qui ne cesse d'augmenter. Elle s'appelle Marianne Abdou et affirme ne plus reconnaître son île. C'est pas normal. Les clandestins passent toujours avant nous. Alors que nous, les anciens, on a milité pour que cette île soit française. Et aujourd'hui, regardez comme c'est facile pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent.
Et je rappelle d'ailleurs que le Front National était pour la solidarité nationale et pas raciale. Et là, d'un seul coup, je rappelle la malhonnêteté de Madame Taubira, c'est dire, tous les Noirs doivent être solidaires. Et les mecs disent non, nous on n'est pas Noirs, on est Français de tel endroit et on veut pas que tous les va-nu-pieds de la terre passent les frontières en douce pour faire effondrer par le nombre notre modèle qui est quand même un modèle d'un très haut standard. Je le rappelle que si à un moment donné on décolonise jusqu'au bout les dom-toms, vous comparez les Antilles à la française et les Antilles issues de l'ancienne colonisation anglaise, c'est du RSA à tout va, c'est quand même de la continuité administrative, c'est des routes, etc. Et ça, j'ose le dire, ça coûte à la métropole. Et là, effectivement, on a le mensonge effectivement du droit du sol intégral. Le meilleur moyen de le vérifier, c'est justement chez les gens dont on voudrait nous faire croire que forcément, puisqu'ils sont noirs ou non européens, ils sont antiracistes jusqu'à la connerie. À un moment donné, il y a le bon sens qui s'exerce aussi, même si on a la peau d'une certaine couleur, c'est qu'on préfère à un moment donné la solidarité nationale, donc la solidarité politique et cohérente, à une solidarité raciale qui n'a jamais existé. Il faut être un menteur panafricain comme Kémy Séba pour faire croire qu'il y a une conscience africaine. C'est-à-dire, ça n'a jamais existé. Et l'Afrique est un pays d'ethnie dont la vision politique, historiquement, il faut respecter leur histoire, parce que sinon c'est de l'impérialisme idéologico-culturel, se limite à la famille élargie. C'est pour ça que ces fausses nations, États-nations d'Afrique, issues de la fausse décolonisation, produisent systématiquement une énorme corruption et une absence totale de partage du travail et des richesses, parce qu'en réalité, celui qui se fait élire est le membre d'une ethnie et d'une famille élargie, et considère les autres de manière totalement inégalitaire, parce que s'il y a un concept qui n'existe pas en Afrique, c'est le concept d'égalité. Ça n'existe absolument pas. Ou alors, il faut soumettre l'Afrique à l'idéologie des droits de l'homme, mais c'est un colonialisme. C'est pour ça que c'est ce que je faisais remarquer à Ouria Bitelja à l'époque. C'est-à-dire que tu veux lutter au nom des droits de l'homme contre la colonisation. Le problème, c'est que les droits de l'homme, c'est l'importation majeure de la colonisation. Donc à un moment donné, là, c'est là où les panafricains ont les fils qui se touchent. Et après, et à la fin, Kémy Séba devient ce qu'il est, un démagogue qui flatte des étudiants africains pour finalement pouvoir vivre la polygamie, parce que c'était ça sa situation, et qui à la fin vérifie que ça n'existe pas la solidarité africaine, parce que je rappelle qu'il est un béninois strasbourgeois qui se fait à la fin virer par des Sénégalais qu'on en marre qui foutent la merde, tu vois. Et moi c'est ce que j'avais dit, tu vas découvrir ton mensonge africaniste en Afrique. D'ailleurs, je fais remarquer que Kémy Séba, c'est moi qui l'ai souvent aidé, et chaque fois qu'il s'est fait péter la gueule, c'est par des Noirs, pour des histoires de gonzesses. Voilà. Le problème, c'est que l'honnêteté intellectuelle et le courage, ça coûte très cher, parce qu'effectivement, comme vous le remarquez, je me mets beaucoup de gens à dos. Moi, quand je vais en Algérie, que je vois que c'est une poubelle, je rentre pas en disant que c'est génial. Je dis, j'ai vu une poubelle, je suis désolé. Et quand je vais en Corée, je vois un truc que j'ai jamais vu, on dirait la Suisse des années 60, je dis, j'ai vu la Suisse des années 60. Je me pose pas la question de savoir ce que ça va me rapporter, vous voyez? Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, si on n'a pas ce courage du constat honnête et après effectivement d'essayer d'en produire quelque chose de positif. C'est-à-dire que moi je dis pas l'Algérie est une poubelle, il faut recoloniser l'Algérie. J'ai jamais dit ça. J'ai dit il y a un énorme mensonge au niveau du pouvoir algérien qui ne se survit plus qu'en montrant toujours du doigt les méfaits de la colonisation française, alors qu'ils squattent la colonisation française au niveau de l'urbanisme et au niveau de leurs gains pétroliers et gaziers, parce qu'ils ne produisent rien d'autre et qu'à un moment donné ils vont être face à des contradictions tellement violentes que le pays va exploser. C'est une évidence. Donc je suis l'oiseau de mauvais augure. Et je l'assume, mais je prétends que ma crédibilité c'est celle-là, voilà. Et je dis effectivement tout le mensonge de l'antiracisme et ces mensonges de l'unité raciale qui serait au-dessus de l'unité politique et de l'unité, on va dire, nationale, où l'un est un réflexe tribal et même un réflexe animal, la couleur de peau comme marqueur, et l'autre est une vraie élévation de type moral et qui passe par la conscience, c'est-à-dire, et c'est ce que je dis souvent à des gens, je dis, tu soutiens ce mec-là pour des raisons morales ou pour des raisons raciales? En réalité, les droits de l'homme nous ont obligés, nous les Blancs, à juger selon des critères moraux, alors que l'antiracisme autorise systématiquement les Noirs à juger selon des critères raciaux. C'est ça l'escroquerie dégueulasse. C'est que moi, j'ai systématiquement... Mon alliance avec Dieudonné, elle est là, c'est que j'ai systématiquement défendu des types au-delà de leurs origines ethniques sur des valeurs, mais chaque fois que j'ai été trahi ou que je me suis fait
traités de manière dégueulasse, c'était toujours les autres qui fonctionnaient sur des critères soit raciaux, soit tribaux, parce qu'en réalité, ils se disaient musulmans, mais ils n'étaient pas musulmans. Ils se sentaient arabes en réalité. C'est-à-dire que là, je me fais traiter d'islamophobe par l'entourage de Tariq Ramadan, alors que j'ai refusé de dégueuler sur lui. Hein. Mais parce qu'en ma main, j'ai dit, vous le défendez en tant que musulman ou en tant finalement que ce tribalisme bougnoul, parce qu'en fait, vous êtes... Ben oui, il faut être honnête, parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Et l'antiracisme, c'est ça, c'est le droit à tout le monde d'être raciste, sauf finalement le français blanc, parce qu'effectivement, lui, il aurait atteint les droits de l'homme. Ben à ce moment-là, ça devient une fragilité. Et à ce moment-là, je comprends effectivement, les identitaires se disent, puisque tout ça est un mensonge et que ça nous affaiblit, puisqu'effectivement, ça donne la haine de soi, on va nous aussi redevenir des tribaux, et on va être les blancs contre les noirs, etc. Et donc, ça veut dire qu'on régresse à cause de manipulation, alors que normalement le but, ça serait de s'élever, c'est-à-dire de s'élever à la morale, de s'élever à la politique. Or aujourd'hui, tout le travail politique, y compris du Front National et de Marine Le Pen à sa dégueulasse manif là avec la LDJ, c'est de tout racialiser de A à Z. Parce que même aujourd'hui, quand on parle de musulmans, c'est pas vrai. On parle pas de musulmans, on parle de bougnoul. Il faut avoir l'honnêteté. On essaie de créer de la haine anti-bougnoul, hein, voilà. Et parce que l'islam, c'est bien plus compliqué que ça, et on le sait très bien. Et donc, on est dans une période tragique. Et là, je le dis une fois de plus, le seul qui se tient correctement par sa politique en ce moment, je remarque que c'est Poutine, qui à la fois rappelle que la Russie est un empire slave, avec une majorité orthodoxe, mais qui respecte la minorité musulmane. Et pour respecter une minorité, il suffit que cette minorité comprenne et admette qu'il y a une majorité. Aujourd'hui, on vous fait croire que tout ça en France n'existe pas. Et c'est pour ça que ça va très mal. Parce que si, par la virilité et les vrais droits de l'homme, on rappelait que la France est un pays, comme je l'ai dit, ouvert sur l'extérieur, relativement fraternel dans sa tradition, mais que c'est un pays, comme l'a dit De Gaulle, de blancs, d'origine chrétienne et européen, et qui veut bien traiter très respectueusement ses minorités, tout irait bien. Quand je vois comment Poutine a réglé la question tchétchène, hein, d'abord en bottant des culs et après en donnant le pouvoir au fils Kadyrov et l'efficacité qu'il a pour gérer un immense empire multiconfessionnel et multiethnique. Et moi qui suis allé à Moscou, j'ai même été dans la même salle que Poutine. Et comment dirais-je, les Russes respectent totalement leur minorité musulmane et ne confondent pas du tout le terrorisme islamique avec les Russes musulmans. Voyez, et il faut qu'on arrive à ça en France. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont à la tête de l'État de manière usurpée, c'est ce que j'appelle les nouveaux maranes, hein, et qui n'ont pas intérêt à ce que ça arrive parce qu'ils seront obligés de lâcher le pouvoir. Hein, et malheureusement, à un moment donné, il va falloir, je dis qu'on se solidarise tous pour dire, lâchez le pouvoir, on ne veut pas vous... on n'a aucun projet autre que celui-là, arrêtez de foutre la merde, car de toute façon, à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Et là, j'en appelle, comment dirais-je, à l'histoire. Je veux dire, il y a des gens qui ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Ce genre de manipulation poussée à l'excès finissent toujours mal, on le sait, hein, depuis la fuite d'Égypte jusqu'à 1945. Rav von Chaya nous rappelle que tous les 33 ans... Expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Moi, j'avais dit tous les 50, j'avais été condamné. J'aurais dit non, c'est pas tous les 50, tous les 33. Mais je veux dire, malheureusement, c'est la vérité, quoi. Et là, on en est là, voilà. Je remarque une chose, c'est que par le marxisme, on a fait accéder le monde à la réalité de la lutte des classes, et donc il n'y avait pas forcément de solidarité tribale, car dans une société avancée, les rapports de classe prenait le dessus en termes d'antagonisme sur les solidarités tribales. Hein, c'était un peu ça. Hein, ça s'appelle la lutte des classes. Il est étrange que finalement la communauté qui a le moins bien intégré la notion d'antagonisme de classe à l'intérieur d'une communauté soit finalement la communauté juive, qu'elle soit la plus tribale et qui ait le plus de mal à déchirer le voile de la solidarité tribale, alors que normalement elle avait les outils conceptuels puisque c'est elle qui nous les a offerts. Donc nous on a bien intégré que le français était déchiré par des rapports de classe et que les intérêts du bourgeois français ne sont pas les intérêts du travailleur français. Ça s'appelle la crise actuelle de la SNCF, mais il est très difficile visiblement chez les juifs à cause d'une solidarité tribale qui s'explique aussi par la manière dont on terrorise les juifs leur disant que tous les goïs sont antisémites et que la communauté organisée est là pour les protéger, alors que ce sont des racketteurs et des pompiers pyromanes. Ils les protègent d'une violence qui eux-mêmes génèrent. Hein, c'est le truc. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que les gens de la communauté juive accèdent finalement à l'intelligence marxiste, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi traversés par les antagonismes de classe. L'intérêt, on va dire, du pharmacien de Bondy n'est pas l'intérêt de Bernard-Henri Lévy. Vous voyez ? C'est clair et net. Et tant qu'ils comprendront pas ça, ils iront eux-mêmes au casse-pipe. Je veux dire, voilà. Et malheureusement, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Hein. Il suffit de lire la controverse de Sion.
Le positif, c'est toujours le dialectique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à force de mensonges et d'exagération, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce on va dire de rebond du bon sens qu'on appelle la common decency. C'est-à-dire que je pense pas que même des Français homosexuels se sentent très intéressés par les chiottes LGBT dans les universités. On arrive quand même à des c'est pour ça que ça ressemble beaucoup aux écrits eschatologiques et prophétiques des religions. C'est décrit tout ça. À un moment donné, quand il y a plus d'hommes et de femmes, la pédophilie, l'intérêt de tout ce chaos qui se met en place chaque jour un peu plus, c'est effectivement un sursaut de bon sens. Le bon sens, c'est quand même le plus fondamental parce que c'est ce qui permet la vie, quoi. C'est l'idéologie de la survie où les gens se disent quand même ça va trop loin. C'est-à-dire ce sursaut populiste, qui est très sain. Malheureusement, le combat, c'est ce sursaut populiste est très sain, mais il faut lutter pour qu'il ne soit pas instrumentalisé vers de la violence. Il faut effectivement se féliciter de la montée du néopopulisme et de la prise de conscience sur les mensonges de l'antiracisme, le mensonge de l'immigrationnisme, le mensonge de l'idéologie de la Shoah comme religion avec son blasphème, etc. Mais après, il faut arriver à en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire que ça n'amène pas aux violences interethniques, que ce soit la ratonnade, la violence des Blancs contre les Noirs, ou même, je dirais, l'antisémitisme réel, parce qu'à force d'en parler, c'est comme dans Pierre et le Loup, là. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont nostalgiques, ou qui ont besoin de ça pour maintenir la cohésion de la communauté. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des gens alors qu'il n'y a aucun antisémitisme gravissime en France, on le sait très bien par les statistiques, il y a des gens qui parlent de ça toute la journée, on dirait qu'ils ont besoin de ça, qu'ils en rêvent, et ils en fabriquent et ils en ajoutent. Or, quand vous dites qu'un musulman a crié Allah Akbar et a tué une vieille, ce qui est un fait divers d'un type qui avait tripoté une gosse, qui sortait de prison pour avoir tripoté des gosses, ça aurait été une catholique, c'était un fait divers. Vous donnez des idées à d'autres, puisqu'en fait le type a été flingué ou je sais pas quoi, ou enfin je sais pas si celui-là qui a été flingué ou l'autre, on sait même plus, on les amalgame là, celui du lieutenant colonel. En fait tout ça crée des vocations en réalité. Au lieu de gérer ça de manière intelligente avec de la distance, ça crée des vocations, ça crée de la haine, on a l'impression que l'histoire de la lutte antiterroriste en France, c'est pour créer des volontaires, hein, parce que celui qui s'est fait flinguer là après d'avoir tué le lieutenant-colonel, c'est lui aussi un martyr. Et on a plein de Français d'origine immigrée qui, à cause des SOS racisme, de la crise du chômage et des manipulations, sont des psychotiques en puissance. Et on se demande même si, je ne me le demande pas, j'ai la réponse, hein, si le terrorisme islamique n'est pas une stratégie de gouvernement. Il y a la grève des trains, il faut faire passer, il faut détruire la SNCF et bing, on a un petit attentat islamiste. Alors évidemment que c'est des vrais attentats, mais c'est assez facile de voir qu'on a un réservoir de paumés en France et de demi-tarés, et que c'est assez facile de les aider à s'activer. Je rappelle que Poutine, lui, a une autre technique. Il fait du travail de réseau, il les bute, il est... Eh ouais. Quand on pense aujourd'hui que on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire des mecs de Daesh qui vont revenir en France. Est-ce qu'on va leur offrir des centres de déradicalisation avec des baby-foot, etc. Moi je dis, excuse-moi, la meilleure solution c'est de laisser l'armée régulière syrienne les buter et puis c'est tout. Il faut pas même pour eux c'est mieux qu'ils aillent au ciel, puisque finalement c'est cohérent avec leur religion. Le sang du martyr a touché le sol, tu montes directement au ciel et t'as 70 vierges. Pourquoi faudrait les ramener en tôle en France pour en faire des bons droits de l'homiste? C'est faire leur malheur et un peu plus longtemps. Je veux dire, c'est ça la bonne gestion. Le terrorisme islamique est une volonté politique en France, une volonté de domination, de diviser pour régner, de diversion. Si réellement le pouvoir appartenait au peuple de France et que le pouvoir était exercé dans l'intérêt du peuple de France, la question du terrorisme islamique serait réglée en 3 mois. Je veux dire, puisque tous les mecs sont fichés, ils sont quand même pas des millions. Il y a déjà, on leur donnerait pas la nationalité française systématiquement. On empêcherait qu'ils reviennent quand ils sont partis. Et puis on leur dirait pas d'aller faire le djihad en leur disant qu'Al-Nosra fait du bon boulot. Je rappelle quand même que c'est Fabius qui a organisé ça et qu'on leur donnait même du pognon en liquide. Et que vous regardez les vidéos que je me suis fait chier à faire où tout est démontré par la post-production. On savait même qu'on leur donnait de l'argent en liquide à telle frontière pour qu'ils viennent faire le djihad. Donc on a un pouvoir politique en France qui est totalement illégitime, qui ne se maintient que par le chaos. Et à un moment donné, il faudra savoir si on va se débarrasser de ce pouvoir illégitime ultra minoritaire et aller vers la réconciliation nationale, ou si on va aller jusqu'au bout du chaos. Et je crois que c'est Attali, je finirai là-dessus, qui dirait « il y aura le nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial ». Est-ce que ça sera après la guerre ou avant ? Je ne sais pas. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre ? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Oui. Est-ce qu'on ira avec ça ? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre ? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr.
En gros, ça voulait dire, soit vous l'acceptez tout de suite et vous n'aurez pas la Troisième Guerre mondiale, soit si vous rechignez, on vous collera la Troisième Guerre mondiale. Et je vous signale que, en dehors de l'enjeu de la France, au niveau mondial aujourd'hui, on est dans une période de pré-Troisième Guerre mondiale, il faut pas oublier. Hein. Avec en Syrie, qui est quand même un lieu, pour ceux qui ont lu les écritures d'Hamas, hein, c'est un symbole, où pratiquement là, on est sur le point de voir directement l'armée russe et l'armée américaine s'affronter. Hein. On y est presque. Et le pouvoir politique français ne fait pas tout pour empêcher ça. Au contraire, il fait tout pour aggraver ça. Hein, voilà. Je finirai là-dessus. Merci.